suis Anne Orbedu, je suis directrice fondatrice d'un cabinet conseil en développement durable et j'aurai le plaisir d'être le fil rouge de ces échanges. Donc, nous allons nous intéresser donc à cette loi GEMAPI qui a fait couler beaucoup d'encre, comme vous le savez, y compris depuis les compléments qui sont intervenus avec la loi du 30 décembre 2017 et les précisions qui ont été apportées. Malgré tout, le contexte de son intervention, de sa mise en œuvre, reste relativement complexe et donc nous allons essayer d'apporter des éclairages sur la base de retours d'expérience notamment, mais aussi de revenir sur le cadre réglementaire et ses implications directes. Donc pour cela, nous sommes très heureux d'avoir avec nous à cette table ronde différents experts et élus. Monsieur Daniel Banquet, donc président de Val-de-Garonne Agglomération, Marie-Claire Daumont, adjointe du directeur territorial, chef du service Garonne-Atlantique à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, Leslie Chaz de Territoire Conseil, groupe Caisse des dépôts, et Olivier Mastin de la DREAL. Vous êtes directeur adjoint. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et je vous propose donc pour structurer nos échanges de commencer par quelques présentations avec des éléments objectifs qui vont vous permettre de comprendre dans quel contexte cette loi doit se déployer. Et pour cela, je vais commencer par laisser la parole donc, à Marie-Claire Daumont. Merci beaucoup. Bien, bonjour à tous. Déjà, il faut que je mette le diaporama. Voilà, donc il me semblait important quand on m'a sollicité pour cette intervention sur la GEMAPI de pouvoir rappeler quels sont les enjeux d'une bonne gestion par bassin versant, parce que c'est là que l'enjeu se trouve de mon point de vue. Donc GEMAPI, qu'est-ce que ça veut dire? Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. La gestion de l'eau, cette loi, la loi qui a été introduite en 2015, la première loi a mis en place un principe de gestion de l'eau par bassin versant en confiant ça au bloc communal et qui ensuite devait le transférer aux EPCI ou aux syndicats de bassin versant. Donc on verra après plus dans le détail ce qu'il en est, mais pourquoi, quel est l'enjeu derrière la gestion par bassin versant? Donc vous avez là un bloc diagramme qui vous montre de nos montagnes en passant par nos lochs, nos fleuves et l'arrivée à l'océan. Ça peut être assez basique, mais quand on regarde après à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, le paysage de nos bassins versants, quel est-il? On a en vert au nord, c'est sur la partie Loire-Bretagne de Nouvelle-Aquitaine, qui couvre 28% de la région. On a donc tous les bassins versants qui vont vers la Loire en vert, ou en orangé, c'est la Sèvre niortaise. Pour la partie nord donc, de la région, on voit que la région couvre l'amont de ces bassins versants. Par contre, à l'inverse, sur la partie Adour-Garonne, la partie donc plus au sud, qui couvre les 3/4 de la région Nouvelle-Aquitaine, quasiment tous les grands fleuves ne sont qu'à l'aval dans la région Nouvelle-Aquitaine, pour la Dordogne, pour la Garonne, pour l'Adour. Il n'y a que la Charente finalement qui est intégralement sur la région Nouvelle-Aquitaine. Tout ça pour dire que les enjeux de gestion de l'eau, on le voit à l'échelle d'une région, mais c'est valable aussi à l'échelle d'un département, voire même d'un EPCI. Et l'eau fait fi des frontières administratives et que l'enjeu est bien d'une bonne gestion par bassin versant. Pourquoi? Parce qu'on a un patrimoine face à nous qui est exceptionnel, un patrimoine naturel exceptionnel, avec 8 espèces de migrateurs, de poissons migrateurs qui font une partie de leur cycle de vie en eau douce, une partie en eau salée. On a la truite, la lauze, la lamproie, le saumon. Voilà, j'en passe, je ne vais pas tous les citer. Donc, on a un patrimoine biologique formidable. C'est un patrimoine aussi
paysager formidable avec tous nos cours d'eau. Par exemple, la Dordogne est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a des zones humides aussi modestes à l'échelle de nos territoires, voire plus spectaculaires, qui peuvent être aussi labellisées, comme le delta de la Leyre, par exemple, qui est labellisé site Ramsar. Donc des zones humides très importantes sur notre territoire. Et on a par ailleurs sur ces territoires, on subit régulièrement tous les ans des pénuries en eau importantes, avec des arrêtés qui limitent les usages, notamment pour les agriculteurs. On a des phénomènes d'inondation et de submersion marine aussi qui sont très présents sur le territoire, avec des territoires à risque d'inondation qui sont présents un peu partout, surtout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Autre enjeu important, c'est d'avoir à l'esprit que derrière nos différents cours d'eau, on a des situations qui sont très contrastées à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. On a à l'heure actuelle, si on regarde globalement sur tout le territoire, moins de la moitié des cours d'eau qui sont actuellement en bon état écologique. Alors, qu'est-ce qu'un bon état écologique? C'est un bon état à la fois physico-chimique et biologique qui permet les différents usages de l'eau et qui permet une bonne vie aquatique pour les poissons qui sont intégrateurs et qui peuvent cumuler toutes les pollutions, pour les végétaux aquatiques aussi. Donc on a une situation, et on le voit sur cette carte, qui est aussi très contrastée. Le bassin de la Charente, par exemple, il n'y a que 12% des cours d'eau qui sont en bon état. Et si on regarde sur la Sèvre niortaise, je n'ai pas les chiffres de mes collègues de Loire-Bretagne, mais quand on voit la cartographie avec tout le rouge c'est le pire qui soit. Voilà, donc on voit qu'on a un chemin énorme à parcourir, puisqu'on a derrière des objectifs d'amélioration de la qualité de nos eaux pour nos différents usages, pour notre patrimoine biologique. J'ai cité les poissons parce qu'ils sont les plus emblématiques. Mais derrière, on a des activités économiques aussi derrière, des activités touristiques. Donc des milieux qui fonctionnent bien, ce sont des milieux qui nous rendent des services aussi sur le plan économique. Là, on voit donc les objectifs que l'on a à atteindre à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a un dégradé de gris, plus c'est clair, donc tout ce qui est clair, ce sont les secteurs à l'heure actuelle qui sont en bon état et qui doivent le rester. Donc il y a un objectif de non-dégradation. Et par contre, plus on va vers le foncé, plus on va vers 2021-2027 pour atteindre le bon état. Il y a même un secteur noir où on estime ne pas pouvoir atteindre le bon état écologique et on s'est donné des objectifs moins stricts. C'est un cas particulier. Il y a une industrie qui déverse dans un tout petit cours d'eau où on a fait le maximum des investissements possibles. Mais voilà, donc voilà, pour vous dire que c'est important de savoir pourquoi finalement aussi cette réforme a été mise en place, cette réforme GEMAPI, parce qu'on a des enjeux de restauration de nos milieux à atteindre. Une cartographie aussi de la situation de nos eaux souterraines, parce que toutes les actions que nous menons vis-à-vis des eaux de surface ont des répercussions sur nos eaux souterraines, nos nappes libres, les premières nappes qui sont sous nos pieds. Et on voit là tout ce qui est en rouge, c'est toutes les masses d'eau souterraines libres, les premières, qui ne sont pas en bon état, qu'elles soient sur le plan quantitatif ou qualitatif. Et on voit l'importance aussi que ça revêt à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Ces rappels, ce petit bloc diagramme pour vous montrer que, effectivement, donc, toutes les actions que l'on peut mener sur nos eaux de surface, que ce soit la préservation de nos zones humides, a des conséquences sur l'ensemble, le fonctionnement global de l'hydrosystème, et qu'il est important aussi, quand on raisonne aussi gestion des inondations, de tenir compte et de se rappeler qu'un cours d'eau, ça déborde, et qu'il y a un lit mineur, mais il y a aussi un lit majeur, et qu'il faut pouvoir se réapproprier l'histoire du territoire, tenir compte effectivement des constructions qui ont pu être faites, et bien se réapproprier le fonctionnement global des hydrosystèmes en surface et en souterrain, et les liens haute surface ou souterrain. Il est d'autant plus important de comprendre la logique d'ensemble dans laquelle on est
pour maintenir, j'allais dire, un bon fonctionnement de nos systèmes aquatiques, l'enjeu est d'autant plus important qu'on est face à des changements climatiques drastiques. Pour ceux qui en douteraient, l'estuaire de la Gironde a déjà connu une augmentation de la température de plus de 1 degré, et l'éperlan, un tout petit poisson qui était présent dans l'estuaire de la Gironde, ne vit plus dans l'estuaire de la Gironde et est remonté plus au nord vers des eaux plus froides, celles de l'estuaire de la Loire. Donc on est déjà en présence d'un changement, d'un réchauffement, et c'est en train de s'amplifier. On estime que la canicule de 2003, par exemple, deviendra la norme. Tous nos débits d'étiage vont également chuter de manière importante en période estivale. Les débits d'étiage, c'est les débits les plus bas. Voilà. Donc, avec des croissances de population en face, donc c'est important de pouvoir préserver la capacité, alors je vais dire le terme à la mode, de résilience de nos milieux, leur capacité d'adaptation. Et quand on a des écosystèmes haute surface, cours d'eau, zones humides, eaux souterraines qui fonctionnent bien, à l'échelle des bassins versants, ils ont une meilleure résilience, une meilleure capacité d'adaptation. Et c'est derrière notre capacité à nous développer sur le territoire qui est en jeu. On sait que, par exemple, sur Royan, il y a eu des restrictions l'été dernier d'eau potable. Donc, il y a des enjeux. Derrière, ce n'est pas que pour la biodiversité que cette réforme a été mise en place, c'est vraiment par rapport à nos enjeux d'utilisation de nos ressources en eau potable. Donc, cette gestion intégrée de la ressource en eau est importante. Et bien sûr, ces bassins versants, on les a vus, font fi des limites administratives, quelles qu'elles soient, et il est important de définir la gouvernance à la bonne échelle, avec l'ensemble des acteurs présents, et en instaurant, et avec l'exemple de Val-de-Garonne, on verra les exemples de solidarité amont-aval, urbain-rural, entre les communautés d'agglomération et les secteurs les plus ruraux. Donc voilà, ça j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, mais on a un système de poupées gigognes qui existe pour l'organisation, pour la bonne gestion de l'eau. Cette réforme GEMAPI, là aussi ça sera redéveloppé tout à l'heure, elle demande aux communes et de le transférer obligatoirement aux EPCI, voire aux syndicats de bassins versants, de prendre ces 4 compétences-là qui sont à l'écran, qui n'étaient à l'heure actuelle pas gérées, ou de manière facultative, sur la base du bon vouloir des syndicats de bassins versants ou des EPCI. Et l'avantage, que je trouve à cette loi, c'est qu'elle apporte une structuration à quelque chose qui était fait de manière facultative. Donc, les 4 items obligatoires pour la compétence GEMAPI, c'est l'aménagement de bassins hydrographiques, et il faut tenir compte pour cela dans quel bassin dans lequel on se trouve, et si il y a par exemple un schéma d'aménagement et de gestion des eaux présent sur le territoire, et je vous montrerai la carte tout à l'heure. Il est important, donc, deuxième item, prendre en compte l'entretien des cours d'eau, canaux, tout ce qui est haute surface. 5e item, c'est la défense contre les inondations et contre la mer. Et 8e item qui est obligatoire, c'est la restauration des milieux aquatiques. On a vu pourquoi, parce que ces milieux aquatiques sont complètement liés, les zones humides par exemple, sont complètement interdépendantes du fonctionnement des cours d'eau et des nappes. Donc ça, ce sont les 4 items obligatoires, mais il y a 12 items au total, et je ne vais pas tous vous les détailler, mais il y a des items animation globale qui peuvent être intéressants à prendre en compte, lutte contre les pollutions, gestion des eaux pluviales, et c'est vraiment une approche, une connaissance de chaque territoire qui permet de savoir quels sont les bons items à prendre pour répondre aux enjeux de restauration ou d'amélioration de la qualité de nos milieux. Quelles sont donc les poupées gigognes en termes de gouvernance de l'eau par bassin versant? Vous avez sur la carte à votre gauche la carte des grands bassins hydrographiques en France. Donc bleu clair, c'est le bassin Adour-Garonne. Vert un peu plus foncé au-dessus, c'est Loire-Bretagne. Vous avez les 6 qui existent en France. La carte du milieu vous montre les différents établissements publics territoriaux de bassins. La Dordogne, par exemple, est un EPTB. Pour l'estuaire de la Gironde, le SMIDEST est un EPTB. Sur la Charente également, il y a un EPTB. Vous voyez que le territoire de la Nouvelle-Aquitaine
est plutôt bien couvert par ces établissements publics territoriaux de bassin qui organisent une gouvernance de l'eau à un niveau local dans lesquels on retrouve les régions, dans lesquels on retrouve les départements. Donc ça, voilà, on est passé de l'échelle grand bassin hydrographique à Dour-Garonne à des bassins, des grands fleuves, globalement, qui sont couverts par des EPTB. Et la dernière carte à droite vous montre comment le territoire, et on voit qu'il est bien couvert, le territoire national et de la Nouvelle-Aquitaine sont très bien couverts par des sages schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Ce sont, pareil, c'est une organisation, une gouvernance locale pour la gestion de l'eau qui permet de répondre aux problématiques locales. Et cette dernière carte, donc là c'est à l'échelle du bassin à Dour-Garonne, vous montre nos maîtrises d'ouvrage pérennes qui fonctionnent avec des techniciens rivières sur la base de plans pluriannuels de gestion de cours d'eau et que nous finançons. Et nous ne sommes pas les seuls à les financer. Les conseils départementaux financent, les conseils régionaux aussi, parfois. Donc c'est important d'avoir cette structuration, toutes ces poupées gigognes finalement dans l'organisation de la gestion de l'eau pour descendre au niveau le plus local. Et c'est effectivement ce niveau le plus local qui vous intéresse aujourd'hui à travers la réforme GEMAPI. C'est comment, et on voit qu'on a des blancs, c'est comment s'organiser au mieux, mais même là où j'allais dire où les territoires sont couverts, cette réforme GEMAPI nous donne l'opportunité de se mettre tous autour de la table pour penser quelle est la meilleure organisation par rapport aux enjeux du territoire et relever les défis qui sont face à nous. Donc, nous pouvons vous aider dans ces démarches-là. On aide les études de réflexion pour la mise en place d'une nouvelle gouvernance et pour le transfert des compétences GEMAPI. Des études qui peuvent aller jusqu'à un taux de 70%. Et l'objectif, et vous l'aurez compris à travers mes propos, de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne avec, j'allais dire, l'ensemble des acteurs de la sphère publique, c'est de pouvoir inciter et préserver la gestion par bassin versant. Voilà, moi j'avais envie de terminer par une note positive, c'est qu'on ne part pas de rien, on a déjà un bon maillage, donc comme vous l'avez vu, de techniciens rivières, d'élus et de techniciens compétents sur les territoires, et qu'il est important de capitaliser ce travail. On ne part pas de rien, on a déjà énormément, nous ça fait plus de 20 ans qu'on aide à la structuration des maîtrises d'ouvrage sur les territoires, il faut capitaliser ça. On a des cellules d'aménagement et d'assistance technique dans les départements qui sont là aussi pour vous aider. Voilà, donc on a, j'allais dire, énormément d'atouts qu'il faut capitaliser et on est loin voilà, on ne part pas de zéro, on ne part pas d'une feuille blanche. Je vous remercie. Donc Leslie Chaz, vous allez poursuivre donc cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je fais partie de Territoire Conseil, qui est un service de la Caisse des dépôts qui accompagne les élus dans le développement de leur territoire. Et on s'est investi sur la GEMAPI depuis 2 ans seulement, mais ça nous occupe bien. Parce qu'on pensait initialement qu'il y avait pas mal d'ingénierie et de support pour accompagner les territoires. Et finalement, vu toutes les questions qui nous parviennent, notamment à notre service de renseignement juridique, on s'est dit qu'il y avait peut-être au moins un appui méthodologique et aussi juridique à apporter, puisque les territoires partent vraiment pas de la même base. Certains sont plus avancés, d'autres ne pensent même pas y arriver à l'issue de la phase transitoire 2018-2020.
Et donc, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment une synthèse du guide juridique qui est en ligne sur notre site. J'en ai pris quelques exemplaires qui est sur le stand de la Caisse des dépôts. Et on a aussi un guide méthodologique pour accompagner les intercommunalités et notamment sur la phase de diagnostic local qui est essentielle, comme l'a dit Madame Demont, pour savoir quoi faire ensuite. Comme cela vient d'être expliqué, la GEMAPI, c'est 4 items sur un ensemble qui en comprend 12, et chaque territoire a ses spécificités. Si les 1, 2, 5, 8 sont obligatoires, je ne vais pas les répéter, dans certains territoires, c'est plus l'érosion, le ruissellement qui sont vraiment cause des inondations, d'autres pour qui la lutte contre les pollutions est vraiment très liée au bon état des écosystèmes aquatiques. Et enfin, il y a un item qui est le 12e sur l'animation, la coordination, la concertation, qui nous semble essentiel, notamment à l'échelle des bassins versants, mais aussi dans des syndicats de rivières qui rassemblent plus de 3, 4, 6 intercommunalités, des EPAGE ou des EPTB. Il faut vraiment faire passer les informations, se concerter pour que ça soit efficient derrière au niveau des actions. Et donc ce premier travail de mettre à plat qu'est-ce qui rentre dans sa GEMAPI sur son territoire, c'est vraiment la base et ce par quoi il faut commencer. Et ce n'est pas toujours la façon dont aborde le sujet les territoires, puisque beaucoup se focalisent directement sur les outils. Mais les outils, on trouve des solutions. Par contre, savoir d'où on part et quels sont nos propres besoins, ça c'est vraiment essentiel. En termes d'acteurs, c'est une compétence très transversale qui touche beaucoup de monde, donc je ne vais pas tous vous les citer, vous les connaissez. La phase de diagnostic, c'est aussi une phase de concertation avec les autres intercommunalités, avec les syndicats de rivières en place, avec les communes, puisque pour beaucoup, ce n'était pas forcément des syndicats de rivières, c'était des communes qui géraient des choses qu'elles n'appelaient pas GEMAPI, mais qui relevaient de certains items de la GEMAPI. Alors plus en proximité, mais parfois sur des travaux plus conséquents. Et tout ce travail de capitalisation, de savoir ce qui est fait dans les territoires au moment où on se penche sur ce vaste champ que recouvre la GEMAPI, il est essentiel. Il ne faut pas oublier les associations. Elles sont nombreuses à agir de près ou de loin sur certains pans de la GEMAPI. Donc c'est important de les mettre dans la boucle. Les syndicats, évidemment, avec une première question, c'est qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qui est écrit dans leur statut, puisque souvent il y a un gros décalage. Donc la remise à plat des statuts permet aussi d'y voir un peu plus clair sur ce qui est réellement fait, puisque des fois ils font une bonne partie de la GEMAPI, mais des statuts de 1950 n'en font pas du tout état. Et il faut se mettre au diapason avec les statuts de la communauté qui, elle, va bien évidemment prendre les 1, 2, 5, 8. Et qu'est-ce qu'elle met dans les 1, 2, 5, 8 quels cours d'eau, quels ouvrages. Donc c'est tout ce travail qu'il faut remettre à plat. Donc partir des besoins avant de se focaliser sur les outils, puisque derrière, on a plusieurs modes de gouvernance, d'opération. Certaines communautés font le choix de piloter la GEMAPI en régie, ou le volet GEMA ou le volet PI, ou une partie des différentes actions, des différentes missions GEMAPI. On peut partir sur la délégation de toute ou partie de la compétence, qui a été assouplie avec la loi Fesneau du 30 décembre, sur le transfert, tout ou partie également, mais il ne faut pas oublier les dispositifs qui existent pour les autres compétences, conventions de mutualisation, entente intercommunautaire, des exercices de compétences partagées. Il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en place et avec quel partenaire, et à partir de là, on peut cibler le meilleur outil possible. Une des questions récurrentes qui nous remonte aussi, c'est la question des responsabilités, qui certes, ce sont les EPCI qui sont compétents depuis le 1er janvier dernier. Pour autant, il y a différents niveaux de responsabilité. L'État est responsable au titre de ses arbitrages sur la planification, contrôle réglementaire, son rôle de police de l'eau, sa délivrance des autorisations.
la propriété et la gestion des digues au moins jusqu'en 2024. Au niveau des communes, en cas d'événements, de crues subites, c'est le maire qui est aux manettes qui doit gérer les conséquences immédiates, la gestion auprès de la population. Il est aussi garant de son plan local d'urbanisme quand il est communal, et il contribue au plan local d'urbanisme intercommunal, dans lequel il y a des éléments qui contribuent aussi à poser les jalons d'action et de cadrage de la GEMAPI. Les propriétaires, bien évidemment, qui sont propriétaires d'une très grande partie du réseau des cours d'eau en France. Donc, bien sûr, il y a le levier de la DIG pour agir si jamais les propriétaires n'entretiennent pas leurs cours d'eau et leurs terrains et leurs ouvrages, s'ils en ont. Mais c'est un travail de concertation, également avec les agriculteurs. Et dans certains territoires, c'est vraiment du travail de dentelle qui se fait sur plusieurs années. Tout ne vient pas tout de suite. Il faut vraiment se mettre dans la perspective longue sur ce sujet. Et puis, bien évidemment, les syndicats qui, quand on leur transfère la compétence, sont responsables, avec l'appui des cotisations des communautés. Et donc, tous ces acteurs doivent être coordonnés. La place de l'EPCI, enfin de l'intercommunalité, communauté de communes, d'agglomération, métropole, est essentielle pour articuler tout ça. Le financement, le nerf de la guerre, il ne faut pas l'occulter, c'est très disparate selon les territoires. Il y en a certains pour qui l'enjeu PI n'existe pas. Pour autant, il y a des enjeux de pollution, de retraitement des cours d'eau qui sont essentiels et qui, sur des plans pluriannuels, peuvent commencer à chiffrer. Il y a ce travail d'évaluation des coûts qui n'est pas facile à faire puisqu'on partait de situations très morcelées qui ne s'appelaient pas GEMAPI auparavant, avec des communes qui contribuaient, des syndicats de rivières sur 2, 3, 15 communes, à cheval sur plusieurs communautés, puisque bien évidemment les bassins versants ne respectent pas les limites administratives, ce serait trop simple. Et donc ce travail de capitalisation prend du temps, mais il est essentiel pour pouvoir construire un plan pluriannuel d'investissement, puisqu'encore une fois, que ce soit sur le volet GEMA ou le volet PI, les sommes et la durée des travaux sont importantes, donc ne peuvent pas être faites en un jour. Pour le financer, on a la possibilité, mais ce n'est pas une obligation, de mettre en œuvre la taxe GEMAPI, qui est affectée, mais on peut aussi financer sur le budget général. Et il faut bien évidemment mobiliser toutes les autres sources de financement, l'agence de l'eau, dont les financements diffèrent selon les territoires, mais sont très utiles pour épauler les territoires. L'Europe, les départements, quand ils continuent de s'investir, pour l'instant, il y en a la moitié qui ne savent pas trop s'ils vont continuer à intervenir sur la GEMAPI. Et 75% des régions aussi se posent encore la question. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place. On est dans une phase transitoire. Et le chantier aujourd'hui, c'est d'abord mieux connaître et appréhender cette nouvelle compétence, et notamment le volet GEMA, parce que le volet inondation parle plus spontanément aux territoires, aux élus, aux techniciens, même si après, quand on rentre un petit peu dans le sujet, il y a beaucoup de notions qui ne sont pas forcément maîtrisées. Démystifier un peu cette compétence, puisqu'elle est très intéressante, c'est souvent une opportunité pour les territoires, elle est transversale, elle touche à plein de domaines, développement économique, tourisme, biodiversité, développement durable, planification. Et l'idée aussi, c'est que nous, de par nos retours qu'on a en termes d'accompagnement, c'est souvent un sujet sur lequel une fois la sensibilisation et la meilleure connaissance de la compétence, une fois que c'est fait, les territoires échangent librement et s'intéressent au sujet, et c'est apolitique. Quand on mobilise plusieurs partenaires autour de la table, souvent ils sont plutôt intéressés par le sujet et intéressés pour savoir ce qu'ils veulent mettre en place derrière. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, nous avons posé le contexte d'intervention de cette loi, et donc on va revenir sur des éléments un petit peu plus opérationnels maintenant. Simplement, avant cela, quelques réactions rapidement sur... alors, ce n'est pas
c'est plus à chaud parce que le 30 décembre 2017, c'est déjà un petit peu loin. Mais enfin, quand même, vos approches de cette loi, Olivier Mastin, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez l'ensemble des compléments qui ont été apportés, les débats qu'il y a eu quelle est votre impression aujourd'hui sur cette loi? Merci au CELAC d'accueillir la DREAL aujourd'hui, donc la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine. On a effectivement eu 2 présentations pour bien planter le décor. J'ai envie de rajouter, avant de parler des nouveautés législatives, de rajouter un élément qui me semble important sur la situation de la Nouvelle-Aquitaine, en particulier de la Gironde, s'agissant de la prévention des inondations. Parce que alors je suis arrivé il y a un peu moins d'1 an dans la région, et effectivement, quand on se plonge dans le dossier, eh bien, on refait un peu d'histoire, en particulier après la catastrophe de Xynthia, avec toute une série de digues qui sont en cours de construction sur le littoral. Xynthia était un accélérateur pour cette loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 2014. Là, je vous parle pour lier, dans ce contexte GEMAPI, l'aménagement et la protection. Donc quand on parle sous cet angle, c'est effectivement l'angle de la protection des personnes et des biens. Et s'il y a bien le MA et le PI, vous le savez, mais autant le répéter, les deux sont étroitement liés, en particulier dans le contexte des changements globaux que nous connaissons aujourd'hui, du changement climatique et de tout ce qu'on peut faire pour lutter contre le changement climatique et en atténuer ses effets. Et dans ce qu'on peut faire, il y a tout ce qui relève des solutions fondées sur la nature. Et voilà, le lien entre le PI et le MA est fait. Et donc là, on a cette loi renforcée, aménagée par des dispositifs de la loi Fesneau, qui permettent effectivement de prendre les choses dans une approche complètement intégrée et globale. Alors, dans le décor, en Nouvelle-Aquitaine, pour donner quelques chiffres, puisque Madame Dormont en a donné un certain nombre sur les bassins, s'agissant de la prévention des inondations, on a comptabilisé 140 systèmes d'endiguement potentiels en Nouvelle-Aquitaine qui couvrent 1100 km de digues, dont aucune d'ailleurs n'est domaniale au passage. En Gironde, c'est 46 systèmes d'endiguement potentiels, ce qui correspond à peu près à 200 tronçons. Et donc effectivement, ça donne une idée de l'ampleur du travail et de ce chantier qui est à mener, du temps nécessaire pour le mener et de l'accompagnement nécessaire. Et c'est probablement aujourd'hui une occasion, puisque en tant que représentant de l'État, avec vous, mesdames et messieurs les élus, c'est probablement une occasion aussi de mieux ressentir, mieux percevoir, au-delà de ce dont on parlera un peu plus tard sur les évolutions peut-être à venir, de ce qu'on pourrait faire mieux, notamment au sein de l'administration. Par rapport donc à cette loi Fesneau en particulier, on voit bien que dans ce timing extrêmement serré, dans cette loi de 2014, qui a ensuite été aménagée par la loi NOTRe, parce qu'on sentait bien que ça allait être compliqué, la loi NOTRe a apporté un aménagement en termes de calendrier. Je dirais que la loi Fesneau a apporté des évolutions, a créé des dispositifs qui permettent aussi des fenêtres de respiration. On en parlera peut-être un peu plus dans le détail plus tard pour que je ne monopolise pas la parole. C'est vrai qu'on pourrait rentrer dans les sujets plus techniques, mais je pense notamment à la possibilité de déléguer aux syndicats mixtes de droit commun, également à ce qui était très attendu sur la sécabilité au sein même des items de la GEMAPI, des 4 items de la GEMAPI. Voilà peut-être ce sur quoi je pouvais réagir. Tout à fait, merci beaucoup.
Alors, je me tourne vers vous, Daniel Banquet, en tant qu'élu. Alors, comment est-ce que vous êtes approprié l'ensemble de ces dispositifs et quelles ont été vos premières réactions lorsque vous avez souhaité finalement prendre à bras-le-corps ce sujet? D'abord, il faut dire que la GEMAPI est quand même un environnement extrêmement complexe pour des élus qui n'ont pas, au départ, l'esprit tourné vers la gestion du grand cycle de l'eau. Et que pour l'ensemble de ces dossiers, il faut un dictionnaire des acronymes et en permanence revoir la signification de tous ces acronymes. Donc ça a déjà été la première difficulté pour l'ensemble des élus de notre agglomération. Ensuite, la deuxième chose, c'est de savoir quelle est l'ambition que l'on veut donner à la GEMAPI sur un territoire. Et je vais juste vous donner quelques chiffres qui correspondent à notre territoire et qui expliquent pourquoi nous avons pris cette compétence par anticipation. VGA, c'est 43 communes, 62 000 habitants, 49 km de berges de Garonne, mais surtout 160 km de digues publiques et privées. Donc, j'ai fait un calcul rapide, 15% des chiffres que vous évoquez. Donc 15% des digues aujourd'hui sont dans le territoire marmandais. Ce qui veut dire que pour nous, c'est un enjeu très fort. Par rapport aux inondations centennales ou millénales, eh bien, nous avons des dégâts qui sont considérables. Et quand on regarde nos chiffres sociaux sur les zones à risque d'inondation, eh bien, on comprend vite quelle est notre préoccupation. 4000 personnes aujourd'hui en Marmandais vivent en zone inondable. Nous avons 1400 emplois localisés dans ces mêmes zones et 50% de notre territoire aujourd'hui peut être affecté par les crues. Voilà pourquoi nous avons pris ce dossier avec beaucoup de sérieux. Nous avons 19 communes aujourd'hui qui sont incluses dans le périmètre du TRI. Et donc en 2015, nous nous sommes posé la question avec les services de l'État, à savoir quelle serait l'opportunité de prendre donc cette compétence GEMAPI. Nous avions des syndicats concernant la protection des inondations qui étaient organisés, 7 ou 8 syndicats plus un ASA, mais qui n'avaient pas réalisé les études de danger. Étant donné qu'elles étaient déjà opposables à fin 2015, même fin 2014 me semble-t-il, de mémoire, là nous nous sommes dit, nous avons des présidents de syndicats qui sont en difficulté juridique aujourd'hui, avec une proposition de loi qui nous permet de prendre le relais à nous, de nous organiser pour essayer de les sortir de cette difficulté juridique. Nous l'avons fait. Nous avons conservé en revanche la mémoire de ces syndicats et de ces présidents, parce que ce sont souvent des bénévoles qui ont la mémoire du fleuve, qui ont la mémoire des inondations de manière beaucoup plus instinctive que les services de l'État, quelle que soit leur qualité. Mais quand Garonne monte à un certain niveau, à une certaine vitesse, tout de suite, on sait, enfin, eux savent, pas moi, eux savent anticiper et savoir, attention, là, nous avons un danger qui arrive en fonction du temps, en fonction de beaucoup d'éléments. Et ça ne s'improvise pas. Ce sont des générations et des générations de réflexes qu'il ne fallait surtout pas perdre. Donc, nous avons nommé chaque président de syndicat collaborateur occasionnel du service public, de manière à ce qu'ils puissent continuer leur mission dans leur domaine d'activité, et ils font partie de la commission donc GEMAPI de notre agglomération. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le lien n'est pas rompu, le lien avec l'histoire. Et il y avait la GEMA, gestion des milieux aquatiques, concernant les syndicats de rivière, pour laquelle nous nous sommes organisés pour qu'à chaque fois le syndicat déborde des limites de notre agglomération de manière à le maintenir en activité. Donc nous avons fusionné les syndicats de GEMA autour de 2 secteurs, rive droite, rive gauche. Aujourd'hui, ces syndicats sont toujours pérennes. Et la protection des inondations, nous l'avons donc conservée en interne avec la structuration de notre service. Et donc aujourd'hui, 2 techniciens rivières qui travaillent pour notre protection des inondations et pour la GEMA. Quand est-ce que vous êtes saisi de ces sujets 2015. De manière anticipée 2015. 2015, nous avons pris la compétence par anticipation le 3 septembre 2015 et en octobre, nous avons donc voté la taxe GEMA, la taxe GEMAPI. À propos de cette taxe, nous avons pris pour principe
après les calculs qui étaient hérités en fait des budgets même de l'ensemble des syndicats, nous avons appliqué un tarif à 9 € par habitant. 9 € par habitant sur l'ensemble du territoire, ça revient à peu près, j'ai les chiffres ici, parce que 9 € par habitant, ce n'est pas forcément, c'est la base de calcul, ce n'est pas ce qui est payé par l'habitant. Nous avons fait des statistiques. Sur la taxe foncière, par exemple, nous avons 10% des assujettis qui ne payent rien. Et 97% des assujettis, donc par foyer fiscal, payent entre 0 et 20 €. Pour la taxe d'habitation, 23% des assujettis ne payent rien et 99% payent entre 0 et 20 €. Voilà. Donc en fait, 77%. Et sur la CFE, 1% des assujettis ne payent rien et 89% des assujettis payent entre 0 et 20 €. On a donc une répartition de cette taxe sur les 4 rôles essentiels donc de fiscalité locale qui permet de diluer l'impact par foyer fiscal. Aujourd'hui, nous avons notre planification qui est en cours. La SLGRI donc, a été adoptée. Nous préparons le PAPI. Et la principale difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir, vous l'avez un petit peu abordé, qui va financer. Et là, aussi bien la TCF, l'Assemblée des communautés de France, j'ai vu aussi l'AMF, des communiqués émanant de l'AMF, aussi bien le CEPRI, indique que pour l'avenir, il va falloir qu'il y ait une réflexion de financement par bassin fluvial et non plus par territoire. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus qu'il y a des points durs de gestion des digues qui correspondent à des difficultés qui seront gérées par les collectivités locales, mais l'eau ne vient pas de ces collectivités locales. Donc il est important de revoir cette problématique de financement, qu'elle soit vraiment appliquée par bassin fluvial. Et c'est vrai que, vous le disiez, toutes les réflexions aujourd'hui doivent se faire par bassin versant, mais ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, parce que sur notre territoire, on a un syndicat, GEMA, qui, historiquement, par le biais des périmètres administratifs, est plutôt tourné vers le Lot, alors que la rivière se jette dans la Garonne. Donc, ça ne va pas de soi, il va falloir convaincre, et pour les financements aussi. Et moi, je crois, parce que je sais qu'un jour ou l'autre, l'Adréal va venir nous voir à Marmande, il va nous dire, bon, vous gérez vos digues, très bien, vous protégez vos populations, très bien, mais en aval, il y a une métropole. Et je sais très bien qu'un jour, on va venir nous dire, préparez des bassins d'expansion de manière à protéger un petit peu la métropole. Mais là, il va falloir qu'on discute à ce moment-là financement. Parce que moi, je veux bien recevoir, je salue mon collègue de Cahors, je veux bien recevoir l'eau du Lot, du Tarn, de la Garonne et l'envoyer vers Bordeaux. Je veux bien me protéger de toutes ces eaux en amont. Je veux aussi, tant que faire se peut, protéger les territoires en aval, mais il va falloir qu'on nous aide. Et pour ça, même les personnes qui n'ont pas les pieds dans l'eau lorsqu'il y a une inondation nous renvoient leur eau. Donc la réflexion doit se faire impérativement par bassin fluvial. La réflexion, en tout cas, en termes de financement. Alors, vous présentez votre démarche de manière extrêmement fluide. Et est-ce que ça a été si simple quand vous dites on a fait sur le volet GEMA, on a fait la fusion des syndicats, certains sont devenus des collaborateurs du service public. Vous décrivez ça une fois les choses réalisées. Est-ce que ça a été aussi simple que votre discours le laisse pour tout vous dire, penser ? si j'avais l'expérience aujourd'hui en 2015, je crois que je n'aurais pas pris la GEMAPI par anticipation. C'est tellement compliqué que je crois que je ne m'y serais pas lancé. Et ça aurait été une erreur. Ça aurait été une erreur parce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts, nous sommes engagés, nous avons la connaissance, nous avons transformé notre territoire. Je crois que c'est une bonne chose. Mais ce que je voudrais partager avec les collègues, c'est de dire que la GEMAPI, on a l'impression que c'est l'Everest à franchir. Mais il faut y aller. Même si on règle les problèmes au fil de l'eau, il faut les régler, il faut y aller. Et puis petit à petit, on règle les problèmes les uns après les autres, parce que l'enjeu est trop important pour le laisser sans réaction.
Vous avez abordé les questions de solidarité amont-aval, hein, qui sont extrêmement importantes et qui sont souvent d'ailleurs des sujets du développement durable quand les périmètres institutionnels ne fusionnent pas avec les périmètres de la nature. Comment est-ce que vous avez pu, ou est-ce que vous avez, au moment où vous avez bâti votre stratégie, finalement, échangé déjà avec des collectivités plus amont, voire aval? Non. Non. Non, et je regrette qu'il n'y ait pas de lieu d'échange à ce niveau-là. Nous sommes en train de préparer un épage sur le territoire, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on se heurte au périmètre politique des élus. Hein. On a des syndicats qui sont dirigés par des élus. Ils ne veulent pas perdre leurs prérogatives. Donc ce sont des freins à lever pour la création d'un épage. Ensuite, une fois qu'on aura cet épage, il va falloir discuter avec les autres territoires. Ont-ils des épages ou pas? Un EPTB doit demain chapeauter l'ensemble. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a aujourd'hui une structure supra qui est plus dirigée vers les études que vers l'opérationnel. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, elle est historique, mais c'est une erreur. Nous devrions avoir aujourd'hui un EPTB, un établissement supra, qui nous permette de discuter sur le plan opérationnel sur l'ensemble des problématiques de protection d'inondation. Et cette connaissance supra, aujourd'hui, nous ne l'avons pas. Et malheureusement, quand nous gérons notre SLGRI, quand nous préparons notre PAPI, ce sont des problématiques purement locales. Je sais qu'à un moment, encore, je l'ai dit tout à l'heure, on va venir nous chercher sur la métropole, mais aujourd'hui, on est un peu... Enfin, notre centre d'intérêt est uniquement local, et moi, je regrette qu'il n'y ait pas de vision plus large sur l'ensemble du bassin de la Garonne. Plus global et plus intégré. Oui, en tout cas, en termes d'opération, et qu'on puisse s'y préparer dès maintenant, parce que lorsque nous allons engager nos fiches actions du PAPI, il va bien falloir qu'on intègre toutes les problématiques amont et aval. Et aujourd'hui, qui peut nous enrichir de ces problèmes-là? Il n'y en a pas, il n'y a personne. Voilà. Vous avez soulevé la question de la tarification en nous donnant quelques indicateurs qui représentent une part relativement modeste dans la facturation. La réaction de vos concitoyens, des habitants? Non, il n'y a pas eu de réaction. Pas de réaction. Absolument pas de réaction, parce que nous avons fait beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire, comment vous avez fait alors? Le Marmandais est quand même une terre propice aux inondations. On sait les dégâts que cela peut causer. On vit avec, mais il n'empêche que lorsque Garonne déborde, l'économie s'arrête. Ce qui veut dire que les moyens de communication entre rive droite et rive gauche sont quasiment impossibles. Et il est plus intéressant de payer 9 € par habitant que de perdre des journées de travail. Donc je crois que tout le monde était bien conscient des problématiques et surtout des enjeux des problématiques, parce qu'on en a parlé pendant longtemps, parce qu'on a fait des réunions, on a réuni l'ensemble des acteurs, on a partagé avec la presse, avec la population, et tout a été expliqué correctement. Tous les débats ont été publics en conseil communautaire, on n'a rien éludé. Je crois que même si c'est difficile, pour la GEMAPI, il faut la plus grande transparence, mais surtout vis-à-vis des risques. Parce qu'un risque qui n'est pas calculé, même s'il ne peut pas être annulé, mais un risque qui n'est pas calculé, c'est un risque que nous faisons courir à nos populations. Et donc il faut impérativement en être conscient, partager avec la population, et je crois que la population est prête à l'entendre. D'autant que nous avons été relativement mesurés en termes de taxes, de fiscalisation, qu'il n'est pas question de l'augmenter. Ça a fait débat, le montant, le niveau de non, quasiment pas, la taxe? Quasiment pas, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a calculé à partir des budgets des syndicats préexistants. On a simplement appliqué les dépenses futures du service. Et moi, pour ma commune, en tout cas, ce que j'ai conseillé à mes collègues, qui n'a pas toujours été suivi, mais pour ma commune, j'ai anticipé cette fiscalisation par une baisse de l'imposition locale. Donc l'année précédente, nous avons baissé de 2,6% notre fiscalité sur le foncier bâti, ce qui a permis d'amortir ce choc sur les familles. Donc ça a été anticipé, ça a été expliqué, il n'y a pas eu de réaction. Merci beaucoup. Quelques réactions sur cette expérience
Monsieur Mastin ou Madame Daumont, sur l'anticipation, sur la démarche, les difficultés rencontrées. Normalement, oui. Moi, je voulais saluer cet exemple et j'étais très satisfaite de voir qu'effectivement, il était mis en avant aujourd'hui, parce qu'on a eu en Gironde, parce que moi je travaille plus spécifiquement en Gironde et Lot-et-Garonne, mais en Gironde, on a beaucoup fait venir votre DGS, votre directeur général, pour faire ce retour d'expérience avec votre technicien rivière, parce que c'est très parlant la façon dont vous l'avez conduit. Vous avez essuyé les plâtres, excusez-moi du terme un peu trivial, mais l'avantage de votre expérience et de son anticipation, c'est que voilà, vous avez une valeur d'exemple pour beaucoup de collectivités autour, et à chaque fois, les présentations qui ont pu être faites ont été très, très appréciées. Et j'avais même organisé une présentation pour les préfets et sous-préfets de Gironde. Voilà. Donc pour vous dire la qualité de l'exemple choisi qui vous est présenté aujourd'hui, moi ce que je tiens à souligner, c'est que vous avez capitalisé l'existant. Il y avait déjà une organisation par syndicat de bassin versant. Elle n'était pas optimale, elle a été améliorée. On n'a pas tout rasé d'un revers de la main. On a capitalisé justement tout le travail qui avait pu, les plans pluriannuels de gestion de cours d'eau qui pouvaient exister. Voilà, donc on a vraiment trouvé, moi je trouve, avec votre exemple, une très bonne synergie entre des syndicats de bassins versants qui font de la GEMA, gestion des milieux aquatiques, mais aussi qui œuvrent à la prévention des inondations, parce que quand l'eau est bien gérée sur les petits bassins versants, les débits sont ralentis, et c'est ça de moins qui arrive et qui vient aggraver les phénomènes de crues quand il y a des crues de Garonne. Voilà, donc je trouve qu'il y a eu vraiment une très très bonne synergie sur le territoire, et voilà, il y a vraiment une intelligence territoriale forte et qui continue. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que vous avez eu raison de démarrer aussitôt, qu'il ne faut pas effectivement baisser les bras, même si ça peut paraître ardu, parce que c'est l'avenir de vos territoires qui se joue, l'avenir économique aussi. Voilà. Et donc pour moi, ça me semble fondamental de comprendre les enjeux derrière. Leslie Chaz, comment ce récit d'expérience finalement fait écho aux pratiques dont vous avez connaissance au sein de Territoire Conseil ? Il y a peu de territoires qui ont anticipé comme vous. Là, on est à peu près à un quart des intercommunalités qui sont en ordre de marche aujourd'hui. Et il y a un autre exemple que nous, on a fait témoigner plusieurs fois, c'est Angers-Loire Métropole aussi, qui est une zone de confluence et qui a mis en place un service GEMAPI avant de prendre la compétence en 2015 pour préparer le terrain, rationaliser les syndicats, voir ce qui pouvait être fait en régie via des ententes intercommunautaires avec les intercommunalités limitrophes. Et en fait, il y a un technicien qui sert de rotule et de coordination au sein de l'agglo qui a fait un gros boulot de mise à plat et de pédagogie, de sensibilisation. Et il y a eu plusieurs étapes. Et quand on l'a rencontré en 2016, il nous disait qu'il était parti en avance, mais qu'il savait qu'il serait en retard en 2018. Et donc, il m'a confirmé récemment. C'est un chantier permanent. Un gros travail de pédagogie. Il y a certains territoires pour qui le frein, c'est l'ingénierie, et donc ils trouvent des solutions de mutualisation avec, à l'échelle de pays, par exemple, ou de PETR, pôle d'équilibre territorial et ruraux, ou de PNR, parcs naturels régionaux, pour mutualiser un technicien qui est capable de savoir ce qu'on met dans les différents items, parce que, comme vous le disiez, c'est assez technique, il y a beaucoup de cycles. Il faut comprendre de quoi on parle et puis savoir concrètement ce que ça veut dire sur le terrain. Et puis, donc cette personne était mutualisée à l'échelle de 3, 4, 6 communautés. Et il y a le volet administratif des études, des appels d'offres qui étaient gérés à l'échelle intercommunautaire du pays ou du parc. Ça peut être une solution pour débloquer la situation et puis permettre de constituer un bon diagnostic.
Et ensuite, la question de l'appropriation aussi du sujet par l'ensemble des élus, et notamment les contributions des communes, des présidents de syndicats, qui effectivement ne touchent pas tous la totalité des bassins versants, ou du moins des secteurs couverts par des nouveaux périmètres plus opérationnels et plus efficients en termes d'action. Il y a vraiment un travail de concertation et de relais de l'information qui doit être fait aujourd'hui et qui n'est pas toujours fait de façon optimale. Mmh. Je voulais revenir sur ce cadre réglementaire et notamment son assouplissement ou son ouverture par la loi du 30 décembre 2017. Olivier Mastin, vous avez commencé à parler tout à l'heure de la possibilité d'intervention des syndicats mixtes de droit commun, cet enjeu de la sécabilité des différents items de la loi. Et puis, on pourrait aussi parler du rôle des régions et des départements qui peuvent continuer à accompagner les dispositifs selon les besoins, les territoires, etc. Alors, pourquoi ces nouvelles, finalement, ces nouvelles démarches qui sont proposées? Pourquoi un peu plus d'ouverture? Est-ce qu'on s'est rendu compte que finalement c'était un cadre un peu trop contraint et que on a voulu attribuer des compétences d'une certaine manière, et puis on s'est rendu peut-être pour simplifier les choses et en se rendant compte que d'autres acteurs étaient toujours utiles, que finalement, il fallait une période peut-être de transition qui permettrait d'atteindre les objectifs qui ont été présentés tout à l'heure au début de la conférence. Je crois que c'est un bel exemple d'adaptation législative en lien avec les besoins exprimés par les territoires. Quand je suis arrivé en juin 2017, effectivement, le premier département dans lequel je suis allé, c'est le département de la Charente-Maritime, avec toute une série de digues en cours et avec un conseil départemental très impliqué, juste après Xintia, pour être force de proposition, pour élaborer les dossiers, en lien aussi avec d'autres collectivités, je pense notamment aux syndicats du littoral Châtelaillon, Aix et le Silicaf, où du jour au lendemain, par application de la loi de 2014, ces porteurs de projets ne pourraient plus continuer à déposer des dossiers, des projets de digues, parce qu'effectivement, ils devenaient incompétents au titre du Code de l'environnement et du Code des collectivités. Et donc, ça posait une sérieuse difficulté, d'autant que les collectivités, les EPCI, n'étaient pas preneurs de cette compétence, que c'était complètement approprié le conseil départemental, très, très dynamique et moteur dans ce département, compte tenu effectivement du passé et des risques à venir en lien avec le contexte que je rappelais en introduction. Et donc, on a là un bel exemple effectivement d'adaptation pour faire en sorte que les départements puissent devenir gémapiens dès lors effectivement que les EPCI en sont d'accord. Et puis je crois aussi que la loi Fesneau a introduit la possibilité qui existait déjà s'agissant des départements pour le soutien financier aux opérations. Cette possibilité a été ouverte également à la région. Donc ça fait partie du panel d'instruments de la loi Fesneau qui vient faciliter la mise en œuvre de ce chantier d'ampleur qu'est la GEMAPI. Bon, finalement, on va chercher la ressource là où elle est et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. C'est important, cette question d'ouvrir au syndicat mixte de droit commun? Alors là, je vous avouerai que ce n'est pas joker, mais ce que j'ai compris, c'était que, puisque c'est à durée limitée, oui. Et c'est bien une autre fenêtre de respiration au-delà du calendrier pour permettre aux EPCI effectivement de s'organiser le temps effectivement d'aller vers les structures plus appropriées qui sont celles définies dans le cadre de la GEMAPI dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, juste une petite précision, c'était effectivement très important puisque pour les intercommunalités qui ne savaient pas trop vers quoi s'engager, ça permet d'avoir un peu de souplesse pendant la phase transitoire. Et puis le temps de labellisation des EPAGE et de PTB est long, c'est plus d'1 an. Donc il faut le temps aussi que les missions continuent, que les équipes en place des syndicats ne soient pas démantelées pour être reconstituées après. Il faut une continuité. Pardon. Et il y a aussi des bassins qui sont déjà organisés sur le mode des syndicats. Il faut savoir que, par exemple, dans l'Aude, en Isère, dans la Somme, vous avez déjà des cofinancements très importants qui impliquent les départements et les régions avec des PPI qui sont organisés pour des années. Il n'était pas question de casser tous ces outils. Et je pense que la loi FENO permet justement de leur permettre de vivre quelque temps, le temps de l'adaptation aux nouvelles contraintes. Il y avait aussi dans la loi FENO l'introduction d'un report de responsabilité parce que dès le 1er janvier 2018, les EPCI étaient responsables juridiquement sans avoir forcément l'organisation en face pour répondre aux problématiques. Donc ça a permis de reporter la contrainte juridique qui pesait sur les EPCI. Et je souhaiterais qu'on revienne aussi sur cette sécabilité et sur le volet GEMA et le volet PI finalement. Est-ce que des collectivités territoriales, des EPCI, pourraient être tentées de ne traiter qu'un des deux aspects finalement, alors qu'on voit bien que les enjeux sont à la fois liés, intégrés, interdépendants. On est confronté aux inondations, on va plutôt traiter le volet PI et puis avoir une attention moindre à la gestion des milieux aquatiques. Je pense qu'à terme, le côté juridique l'emportera. C'est-à-dire la responsabilité face aux enjeux environnementaux et de sécurité. Cette responsabilité-là fera qu'un EPCI ne peut pas se contenter de traiter que l'une des deux facettes. Oui, mais justement, il me semble qu'en termes de responsabilité, il est plus facile d'aller chercher la responsabilité du président de l'EPCI sur un risque d'inondation, une digue qui cède, etc., que d'aller le chercher sur la disparition d'une espèce, d'une zone humide. Non, ça sera opposable. Aujourd'hui, la responsabilité... Enfin, demain, la responsabilité sera opposable. C'est-à-dire que s'il y a la disparition, par exemple, d'une espèce particulière dans un cours d'eau particulier, la responsabilité du président de PCI sera mise en cause s'il n'a rien fait pour l'éviter. Et donc, je pense que demain, cette responsabilité-là empêchera les présidents de PCI de se consacrer à un seul versant de la loi, très clairement. Parce qu'on ne peut pas ne pas prendre en charge une partie alors qu'on en est responsable. Enfin, en tout cas, ce serait, de mon point de vue, ce serait une erreur de gestion du président de l'EPCI. J'entends. Leslie Chaz ? Oui, juste un petit complément. On a quand même une directive cadre européenne sur le bon état des milieux aquatiques qu'il va falloir honorer. On est déjà en système dérogatoire. On a jusqu'à 2027 pour se mettre en ordre de marche. C'est demain, à l'échelle des efforts qu'il faut faire pour atteindre le bon état des cours d'eau. Madame Daumont a présenté la situation en Nouvelle-Aquitaine. Il y a des secteurs qui sont quand même en marge de progrès certains. Oui, mais à ma connaissance, ça fait quand même des décennies que ça dure. Et qu'on oui, reporte mais en 2027, ça va se traduire par des sanctions financières. Donc ceux qui ne voulaient pas y aller iront... Ça va se traduire. Ça va être une solidarité forcée. Cette échéance-là, on ne la connaît pas encore. Le moment où ça se traduit en conséquences financières qui seraient véritablement, probablement efficaces. Voilà. Encore que sur les stations d'épuration, par exemple, on voit que parfois, certaines collectivités ont préféré payer des taxes plutôt que de se mettre en conformité. C'est bien aussi pour ça que les compétences eau et assainissement sont étroitement liées à celles de la GEMAPI, puisque la pollution des cours d'eau, elle est aussi liée de fait aux infrastructures qui existent dans les territoires. Et donc, les orientations que prend le PCI pour son territoire sont essentielles. Mmh. Oui. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. En tout cas, c'était un témoignage très enrichissant, très intéressant. Merci beaucoup. Olivier Massin. Je voulais juste rajouter sur la sécabilité.
je pense aussi que est-ce que c'est pas lié à un processus de maturation, dans le sens où c'est sécable aujourd'hui, mais ça viendra naturellement, l'approche en bloc, au-delà des aspects de responsabilité juridique, et ça viendra naturellement parce que de plus en plus, dans notre quotidien, on fait le lien entre la protection des espaces, des espèces, et puis notre environnement, la protection des biens, des personnes, y compris sur les sujets santé-environnement, par exemple. Et donc, évidemment, l'approche, la position de l'État, c'est la prise en charge en bloc des 4 items de la GEMAPI, et même au-delà, parce qu'il y a ces items obligatoires, mais vous en parliez tout à l'heure. Tous les autres qui étaient mentionnés. Le ruissellement, tous les autres, les 12, sont étroitement liés. Donc voilà, je pense sincèrement que ça prendra sûrement un peu de temps, mais ça viendra naturellement. Et pour prendre un exemple, le râle des genêts, qui est un oiseau dont je pense beaucoup de gens le connaissent peu ou voire s'en moquent, et c'est pas critique, hein, c'est souvent les ornithos qui le connaissent. Quand on sait que son habitat, ça peut être une zone naturelle d'expansion des crues, et que plutôt que de construire un ouvrage, on peut gérer cet espace qui profitera au râle des genêts, mais qui profitera aussi à la sécurité de la commune et de sa population. Voilà, je pense que voilà, on fait le lien, que par ailleurs, enfin pour ceux qui le sont, celles et ceux qui le sont, ce même espace peut accueillir le cours Lysandrée dont la chasse est autorisée. Voilà, enfin, ça peut faire le lien entre la protection des populations, des activités de loisirs, des activités économiques. Et voilà. Donc la tendance qui se dégage de vos propos est une tendance claire, hein, à l'intégration justement du volet GEMA, du volet PI, et puis des exigences réglementaires de plus en plus fortes finalement sur ces sujets. D'où la nécessité d'anticiper et puis l'efficacité de l'anticipation, comme on a pu le voir. Très bien, merci beaucoup. Je vous propose de prendre quelques questions, puisque nous avons le temps et que c'était prévu de toute manière. S'il y en a, bien sûr, parfois c'est un peu difficile d'engager le débat, mais peut-être ça peut être aussi des témoignages, hein, s'il y a des élus, des agents de collectivités. Tout est clair dans cette complexité. Oui, merci. Oui, bonjour. Alain Monimo de la ville de Lormont. Je voulais savoir si parmi les items, il y avait un item qui était prévu sur la valorisation écologique de la trame verte et bleue, sur la mobilité douce le long des cours d'eau. Lormont, nous sommes concernés, nous, par le GOA. Je ne sais pas si Madame Daumont connaît le syndicat du GOA, j'imagine qu'elle travaille avec eux. Donc voilà, nous avons un projet de valorisation de ce cours d'eau qui malheureusement a été canalisé dans les années 50. Mais enfin, il y a quand même un enjeu de mobilité douce, aussi de pédagogie par rapport aux anciens méandres et à la ripisylve, l'ancienne ripisylve. Madame Daumont ? Oui, donc effectivement, nous accompagnons le syndicat du GOA. Alors, c'est le GOA, oui, c'est le GOA Rive, parce qu'il y en a un dans le Médoc, mais vous, c'est bien celui qui est métropolitain en partie. Donc, on accompagne les deux, que ce soit par la réalisation d'études ou par le financement du technicien rivière. Dans les items, donc, moi, ce qui me semble relever de ce que vous dites, c'est quand il y a des projets d'aménagement de bassin, c'est l'item 1 de la GEMAPI. Et puis, il y a tout le volet animation, concertation. Donc ça, c'est l'item 12 hors GEMAPI. Voilà. Et puis, le bassin du Goua étant très hydrauliquement modifié depuis des décennies, voilà, il y a tout un tas d'items touchant aux ouvrages hydrauliques liés à la sécurité civile, c'est l'item 9. Le 10, c'est les ouvrages hydrauliques existants. Le 11, c'est les dispositifs de surveillance. Donc,
pour moi, il y a vraiment besoin, si ça n'a pas déjà été posé, d'identifier tous les items avec l'appui de votre technicien Rivière et l'ensemble des élus qui seraient pertinents à prendre en termes de compétences. Là, j'ai sous les yeux une étude qui vient d'être terminée sur plusieurs syndicats du Médoc, Jalles de Castelnau, Artigues-Maclean, Pointe-Médoc, Siac-Velgue. Ils ont balayé en fonction des enjeux du territoire quels étaient l'ensemble des items qui étaient pertinents pour, comme le disait Madame Chaise tout à l'heure, voilà, identifier, c'est ça qui est essentiel, les enjeux du territoire et voir quels sont les bons items à prendre en compte parmi les 12. Et en fait, on en a retenu 11 sur 12. Il n'y en a qu'un seul, finalement, sur les aménagements liés à la sécurité civile, qui n'ont pas retenu. Mais ils ont identifié collectivement l'ensemble. Donc, il y a 5 syndicats qu'il était pertinent qui se dotent de toutes ces compétences, tous ces items-là, pour répondre aux enjeux du territoire. Donc c'est vraiment important, voilà, de bien faire le diagnostic des besoins et voir quels sont les outils les plus pertinents. La préservation de la trame verte et bleue, ce que l'on fait à travers nos plans pluriannuels de gestion de cours d'eau, y contribue. Ça va complètement dans ce sens-là. Après, s'il doit y avoir des secteurs qui doivent être ouverts au public ou d'autres pas, ça, c'est aussi à voir, mais voilà, c'est vraiment une réflexion d'ensemble et c'est vraiment un projet de territoire, comme le disait Monsieur Banquier tout à l'heure. Et donc oui, en termes de financement, l'Agence de l'eau finance ces approches globales. Et à l'heure actuelle, nous sommes en train de réviser notre programme d'intervention. Mais on ne peut pas préjuger de ce que sera l'avenir. Il y a beaucoup de débats. Il y a certains de nos administrateurs qui disent, puisqu'il y a la possibilité d'avoir une taxe GEMAPI, on ne voit pas pourquoi on financerait. Nous essayons d'argumenter. Il y a quand même d'autres administrateurs qui sont là aussi pour aller dans le même sens que, j'allais dire, les services techniques, pour dire qu'il y a encore besoin d'accompagner les EPCI parce qu'on ne met pas en place une taxe comme ça du jour au lendemain. Mais voilà, donc en tout cas, pour ce qui est des financements de l'Agence de l'eau, quand une collectivité ne veut s'engager que sur le volet PI, il n'y a pas du tout d'aide de l'Agence de l'eau. C'est vraiment une approche globale à l'échelle du bassin versant qui est à privilégier. Merci beaucoup de cette précision. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une question? Non? Oui, monsieur. Merci. Bonjour, merci d'abord pour les présentations, très intéressantes de voir ce qui se fait au niveau de la région. Nicolas Bouchereau, je suis consultant pour un cabinet de conseil et j'ai travaillé sur beaucoup de missions justement de mise en œuvre de la GEMAPI. J'ai 2 petites questions en fait. Une qui porte sur ce qu'a dit M. Benquet sur la solidarité amont-aval et notamment avec la métropole. Il s'avère que potentiellement sur le PI notamment avec la Garonne, les solutions pour Bordeaux se situent peut-être en amont du territoire. Donc comment est-ce que vous envisagez peut-être cette vision, cette collaboration plus globale? Parce qu'actuellement, on l'a vu sur le territoire du Val-de-Garonne, ils se sont concentrés sur leurs problématiques, mais peut-être que dans le Langonais, dans le Marmandais, il y a des solutions en termes d'expansion, puisque ce sont des zones plus rurales, qui pourraient permettre une meilleure gestion des eaux qui arrivent au niveau de la Garonne sur Bordeaux. Donc ça, c'est la première question, d'avoir un petit peu votre avis sur comment ça va être géré à l'échelle de la région et des différents grands bassins. Et la deuxième question, c'est sur le financement de la GEMAPI et cette fameuse taxe. Elle est adossée donc à la fiscalité locale. On a la taxe d'habitation qui va être amenée à disparaître. Donc comment est-ce que vous voyez un petit peu cette continuité de financement, puisque à terme, on n'aura plus ou presque plus de taxe d'habitation? Et donc est-ce qu'il y aura un report sur les autres taxes locales du financement de la GEMAPI? Voilà les deux facettes de mes questions. Merci. Alors je ne répondrai du coup que sur la première question. Oui, sur les aspects solidarité territoriale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Gironde, il y a eu un PAPI, donc programme d'action de prévention des inondations à l'échelle de l'estuaire de la Gironde. Il y en a un autre qui est en train d'être finalisé sur la Garonne girondine, donc en amont. Voilà.
mais on est d'accord, ça s'arrête aux limites départementales. Il y a un vrai enjeu, effectivement, de construire, de mon point de vue, effectivement, aussi des réflexions analogues sur la Garonne en Lot-et-Garonne. Puisque effectivement on a des territoires à risque d'inondation, il y a Agen, il y a le Marmandais, mais il y a, de mon point de vue, besoin d'une vision globale, et on a une structure qui s'appelle le SMEAG, syndicat mixte pour l'étude et l'aménagement de la Garonne, qui n'est pas encore labellisé EPTB, qui fait des démarches pour ce faire, mais à l'heure actuelle on est dans une phase de réflexion sur quelle est la bonne gouvernance à l'échelle de la Garonne. Donc c'est une étude qui aussi devrait se finaliser prochainement, où on retrouve tous les conseils départementaux et les régions qui sont traversées par la Garonne, pour justement arriver à mettre en place une vraie gouvernance sur ce fleuve qui fait effectivement défaut à l'heure actuelle. On a des actions qui sont menées par le SMERG, mais qui n'ont pas l'ampleur toujours nécessaire. Voilà, donc sur ce point. Sur le financement, sur le financement, là, par contre, je n'ai pas d'éléments de réponse. Pas une question très facile, hein, parce que ça amène de la prospective. Mais alors, moi, je ne suis pas en charge des finances à Territoire Conseil. Les échos que j'ai, c'est que le système est imparfait, c'est pour l'instant, et que de toute façon, ça va être remis à plat, justement, dans le cadre de l'évolution de la taxe d'habitation. Dans un premier temps, de toute façon, ça sera compensé. Mais après, il y a quand même un risque constitutionnel, d'après ce que j'ai compris, puisque ce seront essentiellement les entreprises et les propriétaires qui seront taxés. Pourquoi pas les autres? Et donc, il y a une réflexion à engager. Et M. Banquet proposer une piste qui semble intéressante, d'avoir deux échelles de réflexion pour traiter les financements, pour avoir cet objectif de solidarité, mais aussi avoir en tête qu'il y a des travaux de proximité que tous ne doivent pas forcément partager, porter au niveau financier. Merci beaucoup. Monsieur Mastin. J'avais juste envie de rebondir sur solidarité amont-aval. Faire le lien avec les papilles et surtout les systèmes d'endiguement sur lesquels les EPCI vont devoir se prononcer, puisque là, c'est vrai qu'on a parlé gouvernance, on a parlé financement, on n'a pas parlé technique, parce que là, ça renvoie à des questions éminemment techniques, études de danger des ouvrages, etc. Donc il y a peut-être un point sur lequel que je voulais souligner, c'est que s'agissant des systèmes d'endiguement, ce qui est important, je pense, c'est vraiment de définir ce qu'on veut protéger avant même de se prononcer sur le système existant, qu'est-ce qu'on en fait. En tout cas, la logique me semble être celle-là. Et puis ensuite, on décide du devenir des ouvrages existants et de leur intégration dans la mécanique globale. Et par rapport à cet aspect-là, effectivement, quand les EPCI auront à se prononcer, il sera tout à fait logique de bien veiller à ce que les choix faits à tel niveau en amont, quelles conséquences pour l'aval. Donc c'est avoir cette vision globale. C'est un vrai challenge, je pense, mais ça me sert beaucoup d'aiguillon pour les mois à venir. Donc merci. Merci beaucoup. Une dernière question, madame? Oui, ce ne sera pas une dernière question, c'est peut-être une réponse à la personne qui est juste derrière moi. Donc, Parfait. Moi, je suis directrice générale des services de Val-de-Garonne Agglomération. Donc, la problématique GEMAPI, on connaît un petit peu. Donc, sur la question de la taxe, donc effectivement, le fait qu'il y ait la suppression de la part TH, puisqu'on me disait que la taxe GEMAPI est assise en fait sur les bases de CFE, de taxe foncière, taxe d'habitation. Pour ceux qui ont anticipé et donc voté la taxe, le dégrèvement de TH va s'appliquer. Donc nous, il n'y aura pas d'impact le fait d'avoir voté la taxe. En revanche, effectivement, je pense que ceux qui institueront la taxe demain, n'ayant pas ce dégrèvement, l'assiette va être effectivement reportée sur les ménages et les entreprises assujetties à ces taxes foncières et taxes CFE, quoi. Est-ce que c'était clair? Oui, oui, tout à fait. Ce qui est clair, c'est que nous, on bénéficiera du dégrèvement TH. On n'aura pas de perte de produit fiscal et on n'aura pas de... Voilà, parce qu'on a anticipé et parce qu'on l'a voté avant. Voilà. Merci, madame.
Je crois que vous n'êtes que 12% des intercos à l'avoir fait et justement à avoir été bien inspirés d'anticiper. Écoutez, sur ces paroles positives, je vous propose donc de clôturer notre conférence. Je remercie d'abord les intervenants d'avoir été avec nous et de nous avoir amené leur expertise. Et puis je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite un très bon salon. À bientôt.